présidence du Conseil européen par l'Espagne, celle qui définira donc durant les 6 prochains mois les orientations, les priorités politiques générales de l'Union européenne. Et bien de tout cela, on en parle avec notre invité Yves Surel, professeur en sciences politiques à l'université Paris-Panthéon-Assas. Bonjour monsieur et merci d'être avec nous. Alors Madrid à la tête du Conseil européen et ce en pleine campagne électorale des législatives du 23 juillet en Espagne, convoquée par le chef du gouvernement Pedro Sánchez. C'est une mauvaise concordance de temps ? C'est pas une première, parce qu'il est déjà arrivé par le passé qu'un pays prenne la présidence de l'Union européenne alors même qu'il était en campagne électorale. Et disons que d'une manière générale, on s'aperçoit que les présidences des États membres du Conseil doivent s'inscrire dans une certaine continuité. Déjà, elles sont organisées de telle façon qu'il y a 3 pays de fait qui s'organisent pour co-présider, enfin en tout cas présider sur trois présidences successives le Conseil. Et là, l'Espagne initie un nouveau cycle, puisqu'ensuite c'est la Belgique et la Hongrie qui vont lui succéder. Donc l'agenda finalement est fixé sur 3 présidences successives et la marge de manœuvre d'un État à la tête de la présidence n'est pas nulle. Il peut mettre en avant un certain nombre de sujets et essayer de trouver de nouveaux compromis sur des dossiers un peu pendants. Mais disons qu'il y a une continuité qui laisse espérer que même s'il y a une alternance à la tête du gouvernement espagnol, il y aura donc des continuités dans le pilotage ici de l'Union européenne. Il n'y a pas de risque que les enjeux nationaux espagnols justement l'emportent sur les dossiers européens? Certaines voix disent ne pas attendre grand-chose de cette présidence espagnole. Tout va dépendre évidemment des résultats des élections. Pour l'instant, ce qu'on observe, c'est que c'est le Parti populaire qui est largement en tête des sondages. Et c'est un parti qui est un parti de droite conservatrice assez classique. Donc même s'il est obligé ici de faire une coalition avec Vox, le parti d'extrême droite qui est monté récemment ici dans les sondages et également qui a eu 15% aux dernières élections législatives en Espagne, c'est un parti qui est malgré tout résolument européen pour sa majeure partie. Donc l'infléchissement, si c'est lui le parti dominant, donc sera sans doute moindre que dans des pays où finalement ce sont des partis populistes qui sont au pouvoir, comme en Hongrie ou Pologne, où là il y a un vrai risque d'infléchissement, y compris sur un certain nombre de droits reconnus donc, par ces pays. Et ce, même si le devoir du pays qui assume la présidence tournante du Conseil est de s'exprimer au nom des 27 et non au niveau national. Oui, bien sûr, mais ça aussi c'est une garantie, c'est que l'État est obligé de tisser des compromis. Donc, et on l'a bien vu avec la Suède lors de la dernière présidence. On a beaucoup craint que l'arrivée au pouvoir des démocrates de Suède dans la nouvelle coalition ait également des conséquences sur l'infléchissement des priorités de l'Union européenne. Et ça n'a pas été le cas. C'est même une présidence qui a fait des avancées importantes sur la question des migrants de manière un peu paradoxale au regard des craintes initiales. Donc voilà, ça s'inscrit dans un cadre politique et institutionnel assez complexe où en fait la marge de manœuvre n'est pas nulle, encore une fois, mais le pays doit aussi d'une certaine façon rendre des comptes. Il doit rendre des comptes dans sa capacité à faire progresser l'intégration européenne. Concernant les objectifs de cette présidence espagnole, quels sont-ils? La visite de Pedro Sánchez, on l'a vu à Kiev, c'est une priorité. Quel rôle peut endosser Madrid sur ce dossier? Disons qu'il est dans la continuité de l'engagement européen, notamment la Suède elle-même a réussi elle aussi à piloter un certain nombre de négociations pour trouver de nouveaux compromis pour les sanctions à l'égard de la Russie. Et là, les 4 priorités qui ont été mises en avant sont des priorités qui, a priori, encore une fois, donc, vont se déployer sur les 3 présidences qui vont se succéder. Donc il y a une priorité sur la réindustrialisation, donc notamment qui a été assez fortement marquée. Il y a également donc des engagements dans la continuité du Green Deal européen sur les questions d'énergie renouvelable et sur également la régulation du marché de l'électricité, notamment pour faire en sorte que les pays européens soient moins dépendants d'un certain nombre ici de pays exportateurs. Et puis il y a aussi donc des engagements sur une plus grande solidarité économique et sociale et sur la question ici notamment de l'intégration pour essayer d'affirmer une plus grande unité donc de l'Union européenne, ce qui passe aussi par un comportement de soutien donc continu à l'égard de l'Ukraine. Yves Surel, vous êtes politologue, vous êtes également spécialiste des populismes. Alors on l'a vu, les récentes élections en Europe ont confirmé une tendance qui finalement se dessine depuis plusieurs années, la désaffection pour les partis politiques traditionnels, avec pour corollaire une hausse de l'abstention et une attirance pour les extrêmes. C'est une poussée immuable vers des partis plus radicaux. On l'a vu récemment en Espagne, en Allemagne, pardon. Est-ce qu'on va voir en Espagne et au-delà ?
Alors c'est sûr que sur la longue durée, on voit qu'il y a une polarisation des clivages qui est assez nette avec la montée de ces partis populistes. Mais vous l'avez dit vous-même, on parle de populisme au pluriel, donc il y a une grande diversité entre ces partis et tout dépend aussi des contextes et des rapports de force qu'ils sont capables d'établir dans leur système politique respectif. Encore une fois, c'est pas la même chose d'être un parti qui sert d'appoint à une coalition majoritaire dominée par un parti de gouvernement assez classique ou d'être en capacité soi-même d'être le parti dominant, voire ultra dominant, comme c'est à nouveau le cas donc, des exemples que j'ai cités en Pologne et en Hongrie. Donc il y a une montée des populismes, c'est très clair sur plusieurs décennies, donc, mais voilà, on s'aperçoit aussi qu'une fois arrivé au pouvoir dans des coalitions, comme ça a été le cas en Italie récemment, il y a un principe de réalité qui s'impose, et ici Mélanie, on l'a vu ces derniers mois, n'a pas non plus donc coupé avec un certain nombre ici d'enjeux ou de programmes européens, parce qu'elle sait que l'Italie a besoin aussi du soutien de l'Europe pour rétablir donc, la croissance économique donc, qui a été fortement atteinte par les dernières crises. Merci beaucoup Yves Surel pour votre analyse. Merci d'avoir été avec nous en direct.